vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Nous assistons à un retour de la rougeole au Canada et au Québec. La rougeole est une maladie respiratoire virale très contagieuse. Elle se transmet dans l'air par la toux ou en touchant des surfaces infectées. La rougeole cause généralement des maux de gorge, de la diarrhée, de la fièvre, de la conjonctivite et des éruptions cutanées. Les symptômes peuvent être plus sévères chez les bébés, les femmes enceintes et les personnes immunosupprimées, comme l'encéphalite, la pneumonie et même le décès. La vaccination contre la rougeole recule depuis quelques années et particulièrement depuis la pandémie. Au Québec, 2 écoles secondaires sur 3 affichent un taux de vaccination insuffisant pour freiner la rougeole chez les jeunes, avec bien moins de 95% des enfants vaccinés, ce qui est recommandé. De nombreux tout-petits n'ont pas non plus leur carnet de vaccination à jour. Les parents hésitent plus souvent à faire vacciner leur tout-petit bébé et manquent d'informations, mais aussi d'accès pour cette vaccination. Nous parlons tout de suite de l'importance de se faire vacciner contre la rougeole. Restez là. Pour la science aujourd'hui, nous allons parler du retour de la rougeole. Au Canada, tout comme au Québec, les cas de rougeole se multiplient alors que la vaccination contre cette maladie semble reculer. Nous allons voir ce qui explique cela. Pour en parler, je rejoins Marie-Lou Kelly, professeure adjointe à la faculté de médecine et chercheuse au Centre de recherche universitaire de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Nicolas Brousseau, médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre actif du Comité sur l'immunisation du Québec. Bonjour. Bonjour. Avec près de 170 cas au Canada et 30 cas au Québec, la rougeole fait un retour au pays. Elle est présente dans 4 provinces, soit la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et le Québec. C'est 10 fois plus de cas que d'habitude, alors que la vaccination s'avère pourtant très efficace. Elle protège d'ailleurs toute la vie. Docteur Brousseau, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la rougeole et quels sont les risques de santé liés à cette maladie? Est-ce que la rougeole et la picote, c'est la même chose? Non, la picote, on parle plus de varicelle, mais pour la rougeole, dans le fond, c'est une maladie aussi causée par un virus. Quand on est exposé, si on attrape la rougeole, ça commence par des symptômes banals, du rhume comme le nez qui coule, la toux, mais ce qui est caractéristique, c'est après quelques jours, il y a vraiment une rougeur importante qui arrive sur tout le corps, qui est caractéristique, d'où le nom de la maladie, puis les gens se sentent vraiment pas bien, on est vraiment malade. Puis la plupart en récupèrent bien, mais c'est quand même une maladie qui peut avoir des conséquences importantes. Plusieurs peuvent faire une pneumonie. Puis ce qu'on craint le plus, c'est les complications du cerveau ou encéphalite. Une personne sur 1000 peut avoir des séquelles permanentes au cerveau, puis une personne sur 3000 peut en décéder. Donc, considérant qu'avant la vaccination, tous les enfants y passaient, des milliers et des milliers de personnes, ça faisait énormément d'effets, de complications d'enfants avec des séquelles permanentes. On voit plus ça maintenant? Depuis la vaccination dans les années 70, ça a beaucoup diminué. Même depuis les années 90, on dit qu'on a éliminé la rougeole, c'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois des éclosions, mais il n'y a plus de transmission soutenue. Donc, les cas ont à peu près disparu au Québec et au Canada. Par contre, dans les endroits où la vaccination est moins présente, qu'il y a moins de personnes vaccinées, il y a encore des dizaines et des dizaines de milliers de cas régulièrement dans d'autres pays. Oui. Professeur Kelly, pourquoi assistons à une éclosion de la rougeole actuellement? Oui, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que il y a des éclosions de la rougeole qui sont survenues au Québec dans les dernières années, dont une éclosion d'importance en 2011 où on avait eu plus de 700 cas qui avaient été identifiés. Là, actuellement, comme vous le mentionnez, là, on est à peu près à 40 cas confirmés, principalement aussi dans la région des Laurentides. Il y a des enquêtes qui sont faites là, pour chaque cas qui sont déclarés pour identifier justement les facteurs qui peuvent être associés là, à l'infection, pour identifier les contacts. Une des raisons, c'est sûr que on sait que la pandémie de COVID a quand même perturbé de façon importante toutes les activités de vaccination, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde.
Dans certains pays, certaines régions, on sait que la proportion de personnes vaccinées pour la rougeole ont diminué après la pandémie, puis qu'on n'est pas revenu quand même à des taux là, qu'on avait avant là, la pandémie. Donc, c'est certain que les voyages pourraient quand même contribuer à cette éclosion. Mais comme je vous dis, les enquêtes sont en cours actuellement, donc pour identifier précisément les facteurs, identifier les causes de l'infection. On sait aussi que la rougeole, il y a une saisonnalité, donc il y a plus de cas là, qui peuvent être présents là, au printemps. Donc, on est en plein là, dans la saison de la rougeole, comme on peut dire. Oui. Est-ce qu'il y a des pays, vous parliez de voyage, est-ce qu'elle est présente en Europe ou elle est présente dans certaines régions du monde où elle pourrait se transporter plus facilement vers nous? J'ai pas la liste des pays qui sont actuellement touchés, mais effectivement, on sait qu'aux États-Unis, il y a eu plus de cas, comme vous le mentionnez aussi dans d'autres provinces canadiennes, mais il y a d'autres pays, régions, effectivement, qui sont touchés, mais j'ai pas la liste exacte là, de tous ces endroits-là qui sont considérés actuellement en éclosion. Il reste que certains pays où la rougeole est vraiment présente. Si on prend par exemple l'Europe de l'Est ou notamment la Roumanie, je pense qu'il y a eu plus de 30 000 cas déclarés l'année dernière. Donc il y a certains pays où c'est vraiment, vraiment présent, des pourcentages plus bas des enfants sont vaccinés. Donc on pourrait dire quand même qu'on est constamment bombardé. Les gens voyagent naturellement, viennent au Québec. Donc la plupart du temps, vu qu'on est bien vacciné, ça mène à aucune transmission, mais il peut y avoir des situations un peu plus malchanceuses. Puis là, il y a une certaine transmission qui se fait au Québec, qui démarre par une personne avec la rougeole qui est en voyage dans notre province. Entendu. Mais pourquoi cette saisonnalité? Oh, je l'ai mal dit. Pourquoi on parle de saison de la rougeole? Docteur Brousseau, par exemple, je vais rester avec vous. Ben ça reste un grand mystère. On observe souvent que les cas arrivent en février, mars, avril. Est-ce que c'est pour des conditions environnementales qui fait que le virus se transmet plus? On ne sait pas vraiment, mais c'est souvent là qu'on observe les cas. Par exemple, en 2011, le docteur Calais parlait de la grande éclosion. Mais effectivement, c'est au mois de mars, avril, mai que ça avait fait rage au Québec à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous souvenez-vous? C'est vraiment une épidémie importante qu'il y avait eu, notamment dans le centre du Québec. Donc, c'est une des plus grandes éclosions qu'il y avait eu en Amérique du Nord dans les dernières années. C'était assez important. Puis, ce qui avait été notamment constaté, c'est que dans la région la plus touchée, quand même, les taux de vaccination étaient sous-optimaux. Il reste qu'on a des objectifs ambitieux. Il faut que 95% des enfants soient vaccinés pour s'assurer qu'il n'y a pas de transmission de la rougeole. Donc, à ce moment-là, il y avait eu une opération de vaccination dans les écoles, notamment pour s'assurer d'atteindre ce niveau-là. Mais il faut bien comprendre que la grande majorité des enfants sont vaccinés, mais puisque la rougeole est tellement contagieuse, il faut avoir la plus des gens qui sont vaccinés pour contrôler cette infection-là. Donc, c'est toujours des efforts constants qui sont à mettre en place. Oui. On a mal entendu votre dernière phrase. Oui, mais il y a vraiment des efforts constants à mettre en place parce que la rougeole est extrêmement contagieuse, donc il faut toujours maintenir des taux de vaccination extrêmement élevés pour empêcher la transmission. Oui, normalement, on assiste à quelques cas isolés, 3, 4, et c'est 10 fois plus en ce moment. Est-ce qu'on doit s'alarmer? Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il faut simplement s'occuper de la situation, parce que ça peut être normal d'avoir de petites éclosions. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est qu'on veut, dans le fond, qu'après un certain nombre de semaines, les choses retournent à la normale. Donc, il faut s'occuper de la situation dans le sens où on doit renforcer les efforts de vaccination. Actuellement, il y a différentes communications dans les écoles, les services de garde, pour que tous les enfants puissent avoir leurs 2 doses de vaccin. Il reste qu'on a quand même une grande proportion des enfants qui sont vaccinés. Les parents répondent à la vaccination. Puis, je pense que j'ai quand même espoir qu'avec ces efforts-là, les choses vont revenir graduellement à la normale, avec une absence de rougeole au Québec. Entendu. Professeur Calais, votre spécialité est la couverture vaccinale. Est-ce que dans le cas de la rougeole, la couverture vaccinale de la population québécoise est suffisante? Et aussi, auprès de quelle tranche d'âge pourrait-elle être peut-être un peu moins les tout-petits, les jeunes et les adultes? On a compris que ça prenait un taux élevé de vaccination pour que ça fonctionne bien.
Oui, bien effectivement, comme Dr. Brousseau l'a mentionné, habituellement, on cible là, une proportion de la population d'environ 95% qui devrait être vaccinée pour éviter la transmission dans la communauté de la rougeole. Alors, on sait que chez les enfants, donc le vaccin pour la rougeole est donné là, à 12 mois et à 18 mois. On sait que pour les enfants, cette couverture vaccinale-là qu'on appelle, elle est très élevée. On sait qu'il y a du rattrapage aussi qui est fait au niveau scolaire, à l'entrée scolaire, mais également au primaire, au secondaire, pour aller rattraper les enfants qui pourraient ne pas avoir été vaccinés. Mais on sait que c'est plus élevé quand on les vaccine à un jeune âge plutôt que d'attendre, par exemple, à 4-6 ans où là, l'organisation de la vaccination est moins systématique que pour les tout-petits. Mais on a quand même des couvertures vaccinales qui sont très élevées chez les tout-petits. On a vu quand même des baisses à la suite de la pandémie, plusieurs efforts de rattrapage qui ont été faits. Donc, on est revenu à des niveaux quand même avant la pandémie, là, rapidement, dans les mois suivants, là, les premiers mois de la pandémie où là, il y a vraiment eu un impact. Oui. Puis récemment aussi, quand même, les données suggèrent que pour les tout-petits, c'est resté quand même stable là, en 2023, là, la dernière analyse qui avait été faite. On a vu, par exemple, à l'école qu'il pouvait y avoir des petites baisses qui avaient été notées récemment au niveau de la vaccination de la rougeole, mais c'est important quand même de suivre dans le temps, puis d'essayer de comprendre c'est qui les groupes qui sont moins bien vaccinés. Parce que même si on voit des variations dans le temps, des petites baisses, ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre. Il faut plus essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les parents sont plus hésitants vers la vaccination? Est-ce qu'il y a des problèmes d'accès, des groupes qui sont moins bien vaccinés? Mais pour l'instant, la situation apparaît quand même stable en termes de proportion de la population qui a été vaccinée. Oui, justement. Docteur Brousseau, comment peut-on expliquer le retour de cette vieille maladie? Est-ce que la vaccination contre la rougeole a été victime de son succès? Je pense que c'est effectivement un enjeu très important parce que avant les années 70, avant l'arrivée du vaccin, tout le monde faisait la maladie. Les gens voyaient les enfants qui vont, par exemple, avoir des séquelles au niveau du cerveau. Avec la vaccination qui est très efficace, bien, cette maladie-là, on pourrait dire, disparu. Donc, les gens voient plus ces conséquences-là, donc sont moins à l'affût du risque potentiel. Donc, il peut y avoir une certaine démotivation, mais il faut bien comprendre que cette maladie-là est encore présente à peu près partout sur la planète. Si on relâche les efforts, ben, ça peut revenir extrêmement rapidement. Donc, c'est peut-être un élément, effectivement, de rappeler toutes les conséquences de ces maladies-là, puis tous les succès qu'on a eus. Il y a aussi, par exemple, la poliomyélite qui paraisait les gens qui faisaient des ravages à l'époque. Là, dans les années 50, quand la vaccination a démarré, les gens faisaient la file pour recevoir le vaccin. Mais maintenant, souvent les plus jeunes ont oublié tous les gains qu'on a faits avec ces vaccins-là. Hein, oui, mais on peut penser aussi à la coqueluche. On peut penser à la varicelle. Tout à l'heure, on l'a dit. On peut penser à beaucoup de maladies virales, finalement. Oui, il reste qu'au final, je pense que les parents ont plusieurs hésitations pour leurs enfants, mais au final, la grande majorité des parents prennent la bonne décision. Plus de 90% des enfants ont reçu leur vaccin. Oui. Plusieurs initiatives qui sont en place. La vaccination est quand même très facile. Les jeunes peuvent se faire vacciner dans l'école, tandis que dans d'autres endroits, il faut que les parents prennent rendez-vous pour que leur enfant d'âge scolaire aille se faire vacciner au centre de santé. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais ça reste une lutte constante. Entendu. Plusieurs écoles des communautés juives montrent de faibles taux de vaccination, les plus bas au Québec. Ça se traduit sans doute peut-être une méfiance envers le système de santé, mais aussi un problème d'accès, un manque de traduction, par exemple, des recommandations de santé publique. Professeur Kelly, que connaît-on sur l'accès à la vaccination des communautés au Québec? Oui, bien comme Dr. Brousseau l'a mentionné, on a un système qui est très bien organisé au Québec où pour la vaccination des enfants d'âge scolaire, tout est fait là à l'école. Donc, ce système-là permet quand même d'offrir de façon équitable la vaccination à tout le monde. C'est un système qui est bien organisé. On l'a vu dans le contexte de la pandémie, tous les efforts qui ont été faits de rattrapage dans les écoles et que ça a vraiment donné des résultats impressionnants au niveau du rattrapage de la vaccination. Mais on sait, pareil, que même si la vaccination, elle est offerte de façon équitable à tous, il reste quand même des inégalités dans la vaccination, même au niveau scolaire.
On sait qu'il y a des enfants qui sont vaccinés pour différentes raisons. Ça peut être des enfants qui sont davantage dans des milieux défavorisés. On sait aussi qu'il peut y avoir des barrières, comme vous l'avez mentionné, en lien avec la langue pour certains outils qui sont disponibles pour les parents, par exemple pour le consentement à la vaccination. Ça peut être un enjeu au niveau des barrières de la langue. Donc, il faut vraiment s'assurer au niveau scolaire que les outils peuvent être adaptés, puis que les parents qui sont d'immigration puissent avoir accès à des outils qui sont adaptés pour eux. Mais il ne faut pas nécessairement conclure que les cas de rougeole ou les personnes moins bien vaccinées, c'est ceux qui sont issus d'immigration. Là, ça, c'est pas nécessairement une association qu'il faut faire là, rapidement. Là. Oui. Est-ce que les chiffres de l'Infocentre de santé publique du Québec pourraient sous-estimer la couverture vaccinale des nouveaux arrivants? Par exemple, les carnets de vaccination qui ne seraient pas tout à fait à jour, mais les gens seraient vaccinés? Oui, effectivement, ça peut être un enjeu. C'est certain que les données qui sont disponibles à l'Infocentre de santé publique permettent de suivre quand même, c'est un bon outil pour suivre les tendances dans le temps. On a un bon registre de vaccination au Québec où les vaccinateurs doivent tout saisir l'information pour les vaccins administrés, mais on sait que ça peut certainement sous-estimer. Puis oui, normalement, les nouveaux arrivants qui arrivent avec leur vaccination, ça doit être mis à jour, mais il peut y avoir une sous-estimation qui peut être plus importante dans ces groupes-là. Là. Ça, c'est un enjeu qu'il faut considérer aussi quand on utilise l'information à partir du registre de vaccination. Oui, juste des chiffres plutôt que de l'humain, finalement, ou qu'il nous manque des papiers. Oui. C'est ça, il faut essayer vraiment d'accompagner les vaccinateurs pour que ça soit vraiment ancré dans les pratiques. Si on a un carnet de vaccination d'un enfant qui n'est pas dans le registre de vaccination, que ça soit mis à jour, mais c'est sûr que c'est une constante, un travail constant d'essayer d'avoir des bonnes informations pour suivre les tendances dans le temps, mais on sait que ça peut être une limite quand même dans certains groupes. Là. Oui. Docteur Rousseau, nous l'avons vu depuis la pandémie, l'hésitation vaccinale est en légère hausse. Chez les parents des jeunes enfants aussi, mais il y a eu aussi un manque d'accès à la vaccination. Comme le rapportaient 15% des parents pendant la pandémie, selon votre étude sur la couverture vaccinale des enfants québécois âgés de 1 an, 2 ans, 7 ans, dans l'étude de 2021. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Est-ce que c'est juste pour moi? Non, c'était le docteur Brousseau. Okay, c'est bon. Mais effectivement, il y a aussi toujours l'enjeu de l'accès à la vaccination. Il faut que les choses soient les plus faciles possibles. On a mentionné qu'en milieu scolaire, il y avait quand même beaucoup d'efforts, mais il y a toujours des choses qui peuvent être optimisées. Par exemple, si on prend les jeunes enfants, la vaccination est prévue à 12-18 mois. Il y a toujours moyen de s'améliorer pour que les rendez-vous soient faciles, que les gens, quand ils appellent, ils peuvent avoir un rendez-vous facilement, des mécanismes aussi à mettre en place, par exemple, des rappels qui font que si le parent oublie, tout simplement, il peut être rappelé pour s'assurer qu'il puisse être vacciné, parce qu'il y a quand même une certaine proportion des parents qui n'ont pas tant d'hésitation, mais c'est juste que il y a d'autres choses qui ont pris le dessus, il y a des retards finalement, mais étant donné qu'on a besoin de 95% des enfants vaccinés, ça veut dire 19 sur 20, c'est extrêmement élevé, il faut s'assurer d'optimiser la vaccination. Donc, il y a certainement de l'amélioration à faire dans l'organisation des services. Il reste qu'il y a plusieurs choses intéressantes qui sont faites au Québec. Je pense que c'est important de parler notamment du programme EMI. Oui. C'est un programme dans tous les lieux de naissance où tous les parents de jeunes bébés sont offrés de parler avec un conseiller en vaccination, simplement pour répondre à leurs questions. C'est une approche qui est sans jugement, comprendre des hésitations s'il y en ont, répondre à leurs questions. Aussi, si les gens veulent procéder à la vaccination, de les informer comment ça peut se faire. Donc, que tous ces nouveaux parents-là aient une discussion sur la vaccination, c'est quand même très positif, mais on peut toujours améliorer la facilité de l'accès à la vaccination. Oui, ça c'est au départ dans les maternités, mais pour votre étude, est-ce qu'il y a une différence entre justement les petits-enfants québécois de 1 an, 2 ans et 7 ans? Est-ce qu'il y a comme une diminution, une augmentation? Expliquez-nous. On arrive à 1 an et 2 ans, il y a environ 90% des enfants qui sont vaccinés, c'est quand même assez bien, mais on n'atteint pas nécessairement le 95%. Espéré, hein? Donc, graduellement, ça fait en sorte qu'il y a des activités de rattrapage. Donc, il n'est jamais trop tard pour avoir le vaccin. Donc, quand on arrive en milieu scolaire, on réussit à augmenter la
la couverture vaccinale, mais sachant que les enfants les plus fragiles ou les plus à risque de complications, c'est les jeunes bébés, ben, on veut que dès l'âge de 12 mois, ils reçoivent leur vaccin, parce que s'ils l'attrapent à un jeune âge, ben, il y a plus de risques d'infection au cerveau, de complications, etc. Pourquoi 95%? Parce que c'est très contagieux? Oui, exactement. C'est que si on était dans un monde où il n'y a pas de vaccination, là, une personne qui fait la rougeole peut la transmettre à des dizaines et des dizaines d'autres personnes. Ça peut vraiment se transmettre rapidement. Donc, plus une maladie est contagieuse, plus il faut vacciner une part importante de la population pour contrôler la transmission, parce que dès qu'on relâche les efforts, qu'il y a un peu moins de personnes vaccinées, là, la maladie peut faire son chemin. Puis la rougeole, c'est une des maladies les plus contagieuses au monde, donc une des maladies pour lesquelles on a besoin que la presque totalité des gens aient reçu leur vaccin. Des enfants, hein? Professeur Kelly, j'aimerais que vous nous parliez de votre étude de 2018 sur justement les obstacles potentiels à la vaccination contre la rougeole chez les parents des tout-petits. Il y a des facteurs associés à des retards, hein? Oui, en fait, de façon, c'était pas spécifique pour la rougeole. Là. On sait qu'effectivement, il y a certains facteurs qu'on peut identifier chez les tout-petits qui sont associés à une moins bonne vaccination, comme par exemple un faible niveau de scolarité des parents, ou quand on regarde les endroits où les enfants étaient vaccinés. Maintenant, à peu près plus de 80% sont vaccinés dans les CLSC, mais on avait vu que les enfants qui pouvaient être vaccinés en clinique médicale, par exemple, par rapport à être vaccinés en CLSC, avaient de moins bonnes couverture vaccinale. Ce qu'on mesure aussi, c'est que les parents qui ont des attitudes défavorables envers la vaccination, comme par exemple plus de crainte envers la vaccination, puis comme on le mentionnait tout à l'heure, ils ont une faible perception du risque des maladies parce que maintenant on n'en voit plus. Ça aussi, c'est associé à une plus faible couverture vaccinale. Comme le nez. Oui, allez-y. Comme le fait d'être né à l'extérieur du Canada ou d'être une fille aussi? C'était pas associé, là, le fait d'être, pour les tout petits, là, le fait d'être né à l'extérieur du Canada, là, c'était pas un facteur qui est ressorti là, dans la plupart des études là, de couverture vaccinale qui sont menées depuis 2006. Fait que ça, c'était pas nécessairement un facteur. Un obstacle, hein? D'accord. Non. C'est ça, juste pour ajouter aussi, comme on mentionnait tout à l'heure, il y a quand même très peu de parents qui vont refuser complètement la vaccination. On mesure cette information-là depuis plusieurs années. C'est resté stable dans le temps. C'est sûr qu'il faut continuer à l'évaluer puis à voir si ça change, puis que les attitudes des parents changent envers la vaccination. Mais ce qu'on a vu, par contre, après la pandémie, c'est qu'il semble avoir plus de retard, justement, à la vaccination. Puis pour la vaccination qui est prévue à 18 mois, c'est encore plus important. Donc ça va être quelque chose à surveiller puis à s'assurer que les enfants reçoivent quand même le vaccin au moment où c'est recommandé, parce que quand on a des retards, on augmente son risque d'avoir la maladie là, pendant la période pour laquelle on n'est pas vacciné. Oui, c'est qu'on veut pas. Donc, en mode solution, que faire si on attrape la rougeole? Peut-être, docteur Brousseau, dans quel cas on peut administrer les immunoglobulines, et qu'est-ce que ce traitement exactement? En fait, pour les cas de rougeole, il n'y a pas vraiment de traitement. C'est un virus pour lequel il n'y a pas de médicaments. Donc, en fait, le cas de rougeole est très contagieux. Donc, c'est surtout qu'il soit isolé pour ne pas contaminer d'autres personnes puis qu'ils prennent Pour chaque cas, il y a quand même une intervention auprès des contacts. On veut éviter que ça se transmette. Donc, comme vous l'avez mentionné, pour certaines personnes plus fragiles, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin. Donc, pour ces personnes-là, on peut leur donner des immunoglobulines. Dans le fond, c'est plus ce qu'on fait, c'est un produit sanguin, c'est qu'on prend le sang des personnes puis on vient isoler ce qu'on appelle les anticorps ou les immunoglobulines. Dans le fond, le marqué, il protège les gens contre la rougeole. Puis on va donner ces immunoglobulines-là à d'autres personnes, notamment aux femmes enceintes, aux personnes qui ont un mauvais système immunitaire, aux jeunes bébés qui ne pourraient pas avoir le vaccin. Donc, dans certains cas, on peut donner ce produit-là rapidement pour éviter qu'ils développent à leur tour la rougeole. Mais sinon, pour monsieur, madame, tout le monde, il reste le vaccin. On peut rapidement, si on donne rapidement le vaccin au contact d'un cas de rougeole, ça peut les protéger rapidement puis éviter qu'ils développent la maladie. Donc, quand il y a une éclosion comme présentement, pour chaque cas, il y a des efforts importants par la santé publique pour
évaluer les contacts, les informer, faire l'intervention, puis limiter la transmission. Puis il faut savoir que c'est des interventions très intenses parce que puisque la rougeole est extrêmement contagieuse, un seul cas peut exposer des centaines de personnes qui préfèrent à leur tour la rougeole. Donc la santé publique a souvent à contacter des dizaines et des dizaines de personnes pour chaque cas qui est déclaré. Oui. Professeur Kelly, je vais finir avec vous. Quoi faire quand on a, par exemple, un bébé de moins d'1 an et donc non vacciné? Est-ce qu'on pourrait devancer les doses? Dans un contexte, par exemple, si on est au Québec, c'est pas une pratique qui est recommandée. Là. Ça peut être fait juste dans des situations où un enfant irait en voyage dans un endroit très à risque d'exposition où il y a vraiment une épidémie importante. Fait que c'est dans un contexte très, très précis qui cible peu d'enfants. Mais dans les autres contextes, c'est pas recommandé là, de devancer les doses parce que la protection qui est conférée par la vaccination est plus élevée si le vaccin est administré à un âge plus avancé. Puis si, par exemple, l'enfant reçoit une dose à 6 mois, il devra quand même recevoir ces 2 doses prévues là, après 12 mois pour être considéré adéquatement vacciné. Puis on le sait que justement, si on vaccine les enfants plus jeunes, plus tard, on pourrait avoir une cohorte d'enfants moins bien protégés puis avoir plus de problèmes dans le futur. Donc, c'est pas une pratique qui est recommandée au niveau de la population, c'est juste dans des contextes particuliers. Oui, donc si on attrape la rougeole, précaution particulière, si on est une famille, par exemple? Oui, si on a des symptômes pour la rougeole, c'est d'appeler au 811 pour voir quoi faire dans ce contexte-là, surveiller les symptômes, surveiller les complications qui pourraient arriver. Si on doit se rendre dans un hôpital ou une clinique, ça serait bien d'aviser avant si on a des symptômes ou si on a été en contact avec un cas. Le port du masque aussi pour éviter le plus possible la transmission. Puis c'est un isolement en fait à la maison là, qui va être recommandé là, pour éviter la transmission. Mais comme le Dr Brousseau le disait, il n'y a pas de traitement particulier pour la rougeole, seulement dans un contexte de complications, de problématiques là. Entendu. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Marie-Lou Kelly, professeure adjointe à la Faculté de médecine et chercheuse au Centre de recherche universitaire de l'Université Laval, et de Nicolas Brousseau, médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre aussi du Comité sur l'immunisation du Québec. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robartchev, à la réalisation le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, comme toujours, partagez-la. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une très belle semaine à notre antenne. Jing Jiahua est un chercheur typique